Bonjour, dans cette séquence, je voudrais te parler des atomes. Et comme on va le voir, les atomes sont les petites briques de base avec lesquelles on peut faire de la matière. Alors comme dans ce jeu bien connu, on dispose d'un certain nombre d'éléments de base et avec ces éléments de base, on va faire des tas de choses. En l'occurrence, pour nos atomes, on va faire toutes les matières qu'on trouve sur la Terre, donc les roches, les sables, mais également dans les mers, de l'eau par exemple. Alors on le devine ici, il y a l'atmosphère qui entoure la Terre, mais on va voir également qu'on retrouve les mêmes atomes dans les étoiles, et ce qui est encore plus mystérieux, ce sont avec les mêmes atomes qu'on peut fabriquer des êtres vivants, et par exemple les êtres humains, comme toi et moi. Donc vraiment, ces petites briques de base permettent de faire toutes les matières qu'on connaît. Alors, évidemment, ces petites briques de base, ces atomes, ne ressemblent pas à des briques Lego. Et maintenant, il existe des technologies qui permettent de les observer. Ici, par exemple, avec un microscope à balayage à effet tunnel, je ne rentre pas dans le détail, on va pouvoir observer les atomes bien alignés qui forment un cristal de silicium. Ce sont donc des atomes de silicium. Alors, ces atomes ressemblent plutôt d'ailleurs à des petites sphères qu'à des petites briques Lego. Mais ce que je voudrais quand même te faire remarquer sur cette image, c'est que l'agréable couleur verte dont on a habillé les atomes, mais cette couleur n'a pas beaucoup de sens, parce qu'en fait, la couleur n'a pas de sens à la taille des atomes. Donc, cette couleur verte, c'est juste une couleur que les scientifiques qui ont obtenu cette image ont choisie pour que tu puisses les voir, pour que tu puisses les observer. Et donc, comme ces atomes ressemblent plutôt à des petites sphères qu'à des petites briques, eh bien, généralement, on les représente par des petites boules. Et ici, j'ai donné 4 exemples d'atomes, parce que, oui, il y a des atomes, des sortes d'atomes différents. Il y en a des plus grands, des plus petits. Et de nouveau, ici, les couleurs que j'ai choisies pour te les montrer sont juste là pour que tu puisses les reconnaître. En fait, de nouveau, les couleurs n'ont pas vraiment de sens à la taille des atomes. Alors, la première chose qu'on peut dire sur ces atomes, c'est qu'ils sont très, très, très petits. Il y a plusieurs manières de mesurer leur taille, mais en gros, on s'accorde à dire pour que le diamètre des atomes varie entre 25 et 300 picomètres. Et un picomètre, c'est 10 exposant moins 12 mètres, c'est-à-dire que c'est un zéro, une virgule, et puis 11 zéros, et finalement un 1. Le 1 vient à la 12e place après la virgule, comme l'indique cet exposant moins 12. Bon, pour fixer les choses, on va dire qu'un atome moyen a grosso modo 100 picomètres de diamètre, ce qui correspond à 10 exposant moins 10 mètres. Et probablement que tu vas avoir dans certains livres une autre unité pour représenter ces 10 exposants moins 10 mètres. En effet, 10 exposants moins 10 mètres, c'est ce qu'on appelle un angstrom, et on le note avec ce petit A avec le O au-dessus. Et cette unité a été baptisée ainsi en l'honneur d'un physicien et astronome suédois qui s'appelait donc angstrom, sauf que en suédois, le A avec le petit rond au-dessus, ça se prononce O. Et donc normalement, on devrait dire un ångström. Mais comme en français, tout le monde dit angström, ben on va continuer à faire comme ça, d'autant que c'est une unité qui n'est plus fort utilisée actuellement. On parle généralement plutôt de picomètres ou en mètres, donc 10 exposant moins 10 mètres. Ceci, c'était donc juste pour te rappeler que cet angström existe et qu'éventuellement on va pouvoir le trouver dans des livres, mais surtout parce que c'est relativement facile de se rappeler que un atome moyen a grosso modo un angstrom de diamètre. Fin de la parenthèse sur les angstroms. Maintenant, je voudrais un peu faire te rendre compte de la taille de ces atomes. Et pour ça, je vais comparer notre atome moyen
un pamplemousse. Et donc, si notre atome fait grosso modo 100 picomètres de diamètre, on peut dire, comme ordre de grandeur, que le pamplemousse fait 10 cm de diamètre. Si on traduit ça en mètres, on a donc d'un côté 10 exposant moins 10 mètres et de l'autre 10 exposant moins 1 mètre, donc 0,1 mètre, effectivement 10 cm. Et on voit qu'entre les deux, il y a 9 puissance de 10. Si tu ne sais pas très bien comment travailler avec les puissances, il y a une vidéo, enfin plutôt une série de vidéos que Marc a faites qui t'expliquera comment travailler avec ces puissances de 10. Mais donc, pour passer de la taille de l'atome 10 exposant moins 10 mètres à notre pamplemousse, il va falloir le multiplier par 10 exposant 9. Ok, on retient ce 10 exposant 9 et maintenant, on va prendre quelque chose qu'on connaît bien, une myrtille. Bon, c'est une grosse myrtille, j'ai dit qu'elle avait 1 cm de diamètre, c'est un peu exagéré, mais pour un calcul d'ordre de grandeur, on va s'en contenter. Et donc, on va se demander maintenant quelle aurait la taille du pamplemousse si l'atome avait la taille d'une myrtille. Et donc, pour ça, je vais multiplier 1 cm par 10 exposant 9. Donc, 1 cm, c'est 10 exposant moins 2 mètres. Si je le multiplie par 10 exposant 9, j'obtiens 10 exposant 7 mètres. Et 10 exposant 7 mètres, qu'est-ce que ça fait? 10 exposant 3 mètres, 1000 mètres. 10 exposant donc 1 km, 1000 mètres. Si je prends 10 exposant 6 mètres, c'est donc 1000 fois 1000 mètres, c'est donc 1000 km. Et 10 exposant 7 mètres, c'est donc 10 000 km. Et 10 000 km, c'est quelque chose dont on peut bien se rendre compte parce que c'est, grosso modo, la taille de la Terre. Le diamètre de la Terre fait en effet plutôt 12 000 et des kilomètres. Mais en gros, donc, on peut se dire, comme ordre de grandeur, que l'atome moyen est aussi petit par rapport à un pamplemousse qu'une myrtille est petite par rapport à la Terre. Et ça, j'espère que ça te donne une bonne idée de la très 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 petite taille de ces atomes. Et donc, comme ces atomes sont très 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 petits, évidemment, on ne les voit pas, ni à l'œil nu, ni avec une loupe ou même avec un microscope ordinaire. Il a fallu attendre des technologies très très récentes pour pouvoir les observer. Et donc, quelque part, ces atomes, il a fallu les imaginer. Et ça, c'est ce que les physiciens et les chimistes ont fait au cours de l'évolution de ces sciences. Ils se sont rendus compte que la matière se comportait comme si elle était faite de toutes petites particules. Et ils ont donc créé une théorie qu'on appelle la théorie atomique pour essayer d'expliquer ça. Ils ont fait ce qu'on appelle un modèle. Donc un modèle, c'est quelque chose qu'on imagine. On imagine que les atomes se comportent de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle le modèle atomique. Avec ce modèle atomique, on va faire des prédictions et on va voir si ces prédictions se réalisent expérimentalement. Ça, c'est la méthode scientifique. Et donc cette histoire a pris beaucoup de temps parce qu'au début, les scientifiques ne voulaient pas croire que la matière était constituée de ces toutes petites briques de matière. Il a fallu attendre à peu près jusqu'il y a 100 ans, au début du XXe siècle, pour que, grâce principalement aux travaux de Albert Einstein et de Jean Perrin, on se rende compte que le modèle atomique explique vraiment bien comment se comporte la matière. Alors en fait, Einstein et Jean Perrin ont réussi à montrer par deux types d'expériences très très différentes que vraiment on pouvait très très bien expliquer toutes les expériences qu'on faisait avec le modèle atomique et que donc la matière devait être constituée par ces atomes. Alors tout ça, c'est évidemment une très longue histoire. On essaiera de voir dans d'autres séquences comment on en est arrivé là. Pour le moment, ce que je peux te dire, c'est que si c'est grâce à Einstein et Perrin qu'on a effectivement accepté la théorie atomique, le modèle atomique, ce ne sont pas eux qui sont les inventeurs du mot atome, ce ne sont pas eux les inventeurs de l'atome. En fait, c'est une invention bien plus ancienne qui date de l'Antiquité grecque. À peu près 400 ans avant notre ère, un philosophe qui s'appelait Démocrite avait imaginé, par pur raisonnement, que s'il prenait un grain de sable et qu'il le coupait, qu'il coupait la moitié encore en deux, qu'il continuait à couper, il arriverait un moment où il ne pourrait plus couper,
Ou en tout cas, s'il continuait à couper, il obtiendrait quelque chose qui ne serait plus du sable. Et donc, il avait imaginé que la matière était faite de petites particules qu'on ne pouvait pas couper, de corpuscules insécables, qu'il avait appelés atomos, parce qu'en grec, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas couper. Alors, il est fort probable aussi que ce ne soit pas lui qui ait eu le premier cette idée, mais en tout cas, c'est lui généralement qu'on a retenu comme l'inventeur des atomes. Alors bien sûr, les atomes de Démocrite sont fort différents de ceux qu'on connaît actuellement. Tout d'abord, depuis, entre autres, les travaux d'Einstein, on sait qu'on peut casser, qu'on peut couper les atomes, et surtout, on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Mais la plus grosse différence entre les atomes de Démocrite et les nôtres, c'est que Démocrite ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il y avait comme atomes différents. Il essayait de les décrire, de parler de leurs différentes formes, de leurs différentes textures, de leurs poids différents, de choses comme ça. Il avait entre autres inventé la notion d'atome crochu, que tu connais probablement, et qui faisait que les atomes tenaient ensemble, que la matière tenait ensemble, mais il ne pouvait pas dire combien il y avait d'atomes différents, par exemple. Or ça, maintenant, nous, on le sait. Alors ce qu'on sait actuellement, c'est que dans la nature, il y a plus ou moins 100 différentes sortes d'atomes. Et ici, je t'en ai donné quelques exemples, hein, les petites boules que j'avais montrées tantôt. De nouveau, la couleur, aucune importance. Par contre, effectivement, la petite boule blanche, c'est ce que les chimistes appellent de l'hydrogène, et on le représente généralement avec son symbole H. Tandis que la boule rouge, c'est un atome d'oxygène, la petite boule grise, c'est un atome de carbone, symbole C, et la petite boule mauve, ici, je t'ai mis un atome de césium. Et pourquoi est-ce que je t'ai mis l'atome de césium? Parce que c'est le plus gros des atomes. Si l'hydrogène est le plus petit des atomes, le césium est le plus gros, et comme ça, tu as une idée de la taille relative de ces atomes. Donc si on continue le catalogue de tous les éléments qu'on peut trouver, on obtient ce tableau que les chimistes connaissent bien, qui s'appelle donc ici le tableau des éléments. Alors un élément, c'est effectivement une sorte d'atome, et on y retrouve l'hydrogène ici, on retrouve l'oxygène ici, on retrouve le carbone là, le césium il se trouve ici en bas à gauche. Et ce tableau contient effectivement toutes les différentes sortes d'atomes qu'on peut trouver, tous les différents éléments. Et dans la nature, on va pas tous les trouver, on va trouver plus ou moins jusqu'à l'uranium ici, mais on s'est rendu compte plus tard que dans des accélérateurs de particules, on pouvait fabriquer des atomes plus lourds, et c'est ceux qui continuent effectivement ici et ici. Et ici, on a justement validé ces 4 derniers, il n'y a pas longtemps du tout, on en parlera une autre fois. Alors évidemment, maintenant, on pourrait se poser la question, mais au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène? Et pour comprendre ça, il va falloir aller à l'intérieur de l'atome. Et tout d'abord, on peut dire que l'atome est constitué de 2 parties fort différentes. D'une part, on a un noyau, et ce noyau est entouré par un nuage. Et si tu connais un tout petit peu les atomes, tu vas probablement me dire que mon schéma est un petit peu fantaisiste. Et oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, le noyau ne ressemble pas à un noyau de cerise, le nuage ne ressemble pas à un nuage de bande dessinée, mais ce que je voudrais te faire remarquer ici, c'est surtout qu'il y a une grosse erreur sur la taille. En effet, si on imagine le noyau dans son nuage, le nuage qui fait grosso modo la taille de l'atome, eh bien ce noyau est une toute petite partie. On peut la comparer à une tête de fourmi au milieu d'un terrain de football. Ce qui veut dire que dans mon schéma de l'atome ici, bien, le noyau, oui, il est beaucoup trop gros. En fait, à cette échelle, on ne le verra pas. Bon, maintenant, je vais te donner une représentation un peu plus habituelle de l'atome, mais je voudrais quand même te faire remarquer que ce n'est pas beaucoup plus réaliste. En effet, le nuage, une espèce de halo bleu, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, et surtout les petites boules ici, rouges et blanches qui forment le noyau, c'est probablement pas très réaliste non plus.
si on fait ce schéma, c'est juste pour que tu comprennes ce qui se passe, comment ça se passe à l'intérieur de cet atome. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'atome est constitué de plus petites particules. Donc à l'intérieur de l'atome, il y a des particules plus petites, et c'est pour ça qu'on appelle ces particules des particules subatomiques. Alors on va un petit peu décrire ces particules. On va commencer par le noyau. Le noyau est constitué de deux types de particules différentes. Donc d'une part, je les ai mis en rouge, mais je te rappelle que ça n'a aucun sens, les protons. D'autre part, les petites boules blanches, c'est ce qu'on appelle des neutrons. Quant au nuage, il est constitué d'autres types de particules. Ici, de nouveau, je les ai représentées par des petites boules bleues. Elles sont d'une part beaucoup trop grosses, une fois de plus, par rapport au noyau. Et surtout, on ne sait pas du tout si c'est des petites boules, mais en tout cas, on les appelle des électrons. Et les électrons tournent autour du noyau, un petit peu comme les planètes tournent autour du Soleil. Il y a une force qui relie le noyau aux électrons, on va en parler tout de suite, et c'est ce qui fait que les électrons tournent autour du noyau. Donc les électrons tournent autour du noyau un petit peu comme les planètes autour du Soleil. Sauf qu'en fait, c'est très différent. Les planètes, on sait exactement la trajectoire qu'elles ont. Donc on peut prédire des éclipses, par exemple, on peut prévoir un voyage sur Mars grâce au fait que les orbites des planètes sont très bien définies. Or, on ne peut pas parler d'orbite, de trajectoire pour les électrons. Les physiciens ont montré que c'était une notion qui ne s'appliquait pas à cette taille et qu'en fait on devait plutôt parler de probabilité de présence, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de trouver l'électron là où ce nuage est plus foncé, on a moins de chances de les trouver éloignés ou tout proches du noyau. Et c'est pour ça qu'on parle en fait généralement de nuages plutôt que d'orbites d'électrons autour du noyau. Pour résumer, on a donc dans le noyau deux types de particules, les protons et les neutrons, et comme ce sont les particules qui forment le noyau, on les appelle des nucléons. Tu reconnais ici la racine latine nucleus, qui signifie noyau. Et quant au nuage, il est constitué d'électrons, et donc on parle généralement de nuages électroniques, et c'est comme ça que tu en entendras parler. Donc le nuage, c'était juste une image pour te montrer que les électrons, on ne sait pas exactement où ils sont. Alors maintenant, les physiciens vont mesurer des propriétés de ces particules, et la première qui va nous intéresser, c'est la charge électrique. Alors si on la mesure, la charge du proton vaut 1,602 10 exposant moins 19 coulombs. Et la charge de l'électron est exactement la même au signe près. 1,602 10 exposant moins 19 coulombs avec un signe négatif. Le neutron, par contre, lui, on peut montrer qu'il n'est pas affecté par l'électricité, il a une charge nulle. Bon, maintenant, ce fait qu'ils aient exactement la même charge, l'une positive, l'autre négative, va nous expliquer deux choses. D'une part, mais si on met un proton et qu'on met près de lui un électron, cet électron va être attiré par le proton, comme Marc te l'a expliqué dans sa vidéo sur l'électricité qui façonne notre univers. S'il a une certaine vitesse, il va tourner autour de ce proton, et c'est ce qui va former l'atome le plus simple, constitué d'un proton et d'un électron, et cet atome, c'est l'atome d'hydrogène. Et donc on comprend maintenant que c'est la force électrique qui va faire tenir le nuage électronique autour du noyau. La deuxième chose qui est importante à remarquer, c'est que si je m'éloigne un petit peu, eh bien, les deux charges, je ne vais pas pouvoir les différencier. Pour moi, elles vont s'additionner, donc on aura 1,602 moins 1,602 10 exposant moins 19 coulombs, et donc la charge totale de l'atome d'hydrogène, pour moi, elle sera nulle, ce qui veut dire que l'atome d'hydrogène est électriquement neutre. Alors,
comme 1,602 10 exposant moins 19, c'est un peu difficile à retenir, et qu'en plus, c'est la plus petite charge électrique qu'on peut mesurer, pour les chimistes, on va simplifier, on dira que le proton a une charge plus 1, l'électron a une charge moins 1, et le neutron, une charge nulle. Ça, c'est pour la charge électrique. Deuxième propriété qui nous intéresse, la masse. Si on mesure la masse, on va voir que ce sont des masses de nouveau très 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 petites. On parle de 10 exposant moins 27 kg. Et on remarque que la masse du proton et la masse du neutron sont à peu près les mêmes, alors que la masse de l'électron, elle est beaucoup beaucoup plus petite, à peu près 2000 fois plus petite. On parle ici de 10 exposant moins 31 kg. C'est très 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 petit. Et donc, généralement, dans nos calculs, on va faire le même genre de simplification. Pour ce qui concerne la masse, on dira, dans un premier temps en tout cas, que la masse du proton et la masse du neutron valent une unité de masse atomique, alors que la masse de l'électron, comme elle est 2000 fois plus petite, généralement, on n'en tiendra pas compte dans nos calculs. Alors, pour résumer ce qu'on a vu à propos de ces particules, on a donc trois types de particules, protons, neutrons, électrons. Le proton et le neutron forment le noyau, c'est pour ça qu'on les a mis en bleu foncé, alors que l'électron et le nuage en bleu clair. Et pour les deux propriétés les plus importantes, donc d'une part la charge du proton c'est plus 1, c'est pour ça qu'on l'appelle généralement P+. La charge de l'électron, moins 1, on l'appelle généralement E-, et la charge du neutron, 0, c'est pour ça N0. Au niveau de la masse, le proton a une masse de 1, le neutron une masse de 1, et généralement, dans un premier temps en tout cas, on dira que la masse de l'électron est négligeable pour nos calculs de masse des atomes. Et donc on voit que si la charge est partagée entre les protons et les électrons, donc entre le noyau et le nuage électronique, eh bien la masse, elle est essentiellement concentrée dans le noyau, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Maintenant qu'on sait de quoi sont constitués les atomes, on va essayer de comprendre ce qui fait la différence entre les éléments. Qu'est-ce qui fait qu'un élément est de l'hydrogène et un autre élément est du césium, par exemple. Et on va remarquer que c'est le nombre de protons qu'il y a dans le noyau qui fait la différence entre ces éléments. Par exemple, si j'ai un noyau avec un proton, ce sera toujours de l'hydrogène. Si j'ai un noyau avec 2 protons, ce sera toujours de l'hélium, ici à droite. Et tu remarques que pour faire tenir ces 2 protons ensemble, parce que je te rappelle que les charges positives se repoussent très fort, eh bien, les neutrons agissent comme une espèce de colle entre ces protons. Mais ça, c'est de la physique nucléaire, donc pour le moment, on n'en parlera pas. Si on continue notre aventure, on verra que si un atome a 6 protons, ce sera toujours du carbone. Alors oui, tu vas me dire qu'ici, il n'y en a que 5 protons, mais il y en a un qui est caché derrière, évidemment. Et donc ce sera ainsi pour tout le reste du tableau des éléments. Si j'ai 11 protons, par exemple, j'aurai du sodium. Si j'ai 38 protons, j'aurai du strontium, etc., etc. Et donc ce nombre de protons qui constitue le noyau est forcément très important, et c'est pour ça qu'on l'appelle le numéro atomique, et on le désigne généralement par cette lettre Z. Et donc on peut dire que si on a un noyau qui contient Z protons, on aura un certain élément, bon ici je l'ai appelé X parce que ça dépend de Z évidemment, et généralement on mettra ce Z, ce numéro atomique, en indice à gauche. Donc comme ici, l'hydrogène 1, l'hélium 2, le carbone 6. Quand on parle de numéro atomique, ça fait un petit peu penser au numéro d'une rue. Entre le numéro 1 et le numéro 2, il n'y a pas de numéro 1,5. Et ici, on comprendrait très très mal pourquoi il y aura un élément 3,5 entre le 3 et le 4, parce que 1,5, ça voudrait dire un demi-proton. Et par exemple, entre le manganèse 25 comme numéro atomique et le fer 26 comme numéro atomique, on ne pourra jamais trouver d'élément
25,2 ou 25,8, parce que une fraction de protons, ça n'existe pas, en tout cas pas comme on les connaît actuellement. Et ça, c'est très très important, parce que ça veut dire que le tableau des éléments tel qu'on le connaît, il est complet. On ne pourra jamais trouver un élément ici à mettre entre les deux ou ici entre les deux. Ce tableau contient tous les éléments qui existent. Évidemment, on pourra discuter et dire que oui, on invente encore régulièrement des nouveaux éléments. Comme je viens de te le dire, il y a 4 éléments qui ont été validés tout récemment. Donc des éléments plus lourds, mais ça demande toujours plus d'énergie pour les fabriquer. Mais en tout cas, pour les éléments de numéro atomique moins élevés comme le fer et le manganèse, eh bien, on a fait le tour de la question. On connaît tous les éléments qui existent. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais au fond, si l'élément dont on parle est juste déterminé par le nombre de protons, est-ce qu'on ne pourrait pas exaucer le rêve des alchimistes? Les alchimistes rêvaient de transmuter la matière, de changer une matière en une autre. Et effectivement, on pourrait se dire, bah oui, si j'ai du plomb numéro atomique 82, je lui retire 3 protons et j'obtiens de l'or 79. Ce serait formidable. Sauf que ça, c'est pas de la chimie. Ça, c'est quelque chose qui concerne le noyau, et le noyau, lui, pour le modifier, il faut des énergies beaucoup plus grandes que pour faire des réactions chimiques. C'est le domaine de la physique nucléaire, et ça, pour le moment, on n'en dira rien. La chimie, elle va plutôt s'occuper du nuage électronique, parce qu'effectivement, les atomes vont pouvoir interagir au travers de ce nuage. Il y a des électrons qui vont éventuellement pouvoir s'échanger entre les atomes, et c'est ça qui va faire la chimie, toutes les réactions chimiques qu'on connaît. Et crois-moi, il y a déjà bien du boulot pour comprendre ça. Donc, la transmutation, c'est possible, oui, mais ça demande des énergies beaucoup plus grandes. Et effectivement, il y a des accélérateurs de particules qui parviennent à fabriquer quelques atomes d'or, sauf que ces atomes d'or sont beaucoup, beaucoup plus chers à produire qu'en allant les chercher dans des mines. Maintenant, comme les chimistes sont intéressés par le nuage électronique, la question qui se pose, c'est combien est-ce qu'il y a d'électrons dans ce nuage? Et ça, comme on a vu que les atomes étaient, en tout cas au départ, électriquement neutres, donc notre atome d'hydrogène avec un proton et un électron, forcément, pour les atomes plus gros, si j'ai 6 protons, par exemple, ça veut dire 6 charges positives. Autour de ces 6 charges positives, le nuage électronique comprendra 6 charges négatives. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre d'électrons dans un atome, c'est le nombre de protons et c'est également le numéro atomique. Alors maintenant, on va se poser quelques questions à propos de la masse. Donc, je te rappelle qu'on avait vu que la masse du proton est à peu près la même que la masse du neutron et toutes ces deux masses sont à peu près 2000 fois plus grandes que la masse de l'électron, donc elles sont beaucoup plus grandes. Généralement, on néglige la masse de l'électron. Donc ça veut dire aussi que la masse de la matière, la masse de l'atome, est essentiellement concentrée dans le noyau, et on voit que c'est quasiment 100% de la masse qui se trouve dans ce noyau. Alors je te rappelle aussi que le noyau, il est très 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 petit. C'est une tête de fourmi au milieu d'un stade de football. Et ça veut dire aussi que la masse volumique de ce noyau est énorme, elle est gigantesque. Pour te donner une idée, si on parvenait à faire du jus de noyau, de la matière qui serait constituée uniquement par des noyaux, sans leur nuage, on obtiendrait une masse volumique de 230 millions de tonnes par centimètre cube. Alors ça, c'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile de se représenter, mais je voudrais juste te faire une petite image. 230 millions, c'est à peu près le nombre de voitures qu'on vend par an dans le monde. Ici, tu en as un tout petit bout. Maintenant, tu mets toutes ces voitures qu'on a produites l'année passée
dans un dé à coudre. T'imagines comme ce dé à coudre a une masse volumique énorme comme il est dense. Donc le noyau, il est extrêmement dense. La deuxième chose que je voudrais te dire ici, c'est que l'atome, en fait, il est plein de vide. Comme toute sa masse est concentrée dans une tête d'épingle, le terrain de football qui est autour, il contient pratiquement rien. Alors maintenant, on va essayer de peser les atomes. Et ça va être très utile parce que ça va nous permettre de prédire les masses qu'on va devoir mettre en jeu dans des réactions chimiques. Ça va nous permettre de comprendre plein d'autres choses. Et comme on sait que la masse elle est essentiellement concentrée dans les nucléons et que ces nucléons pèsent grosso modo une unité de masse atomique, en tout cas dans un premier temps, eh bien en fait on va voir que pour peser les atomes, il suffit de compter les nucléons. Et donc si j'ai mon atome de carbone ici, avec ses 6 protons, le numéro atomique, et ses 6 neutrons, le nombre de neutrons, si on somme les deux, donc on obtient le nombre de nucléons, on obtient ce qu'on appelle généralement le nombre de masses et qu'on représente également par un A. Et ce nombre de masses sera la masse atomique du carbone. Donc on sait que comme le carbone contient 6 protons, 6 neutrons, eh bien sa masse atomique sera de 12 unités de masse atomique. Et donc on peut synthétiser ces informations dans la case qui parle d'un élément dans le tableau des éléments, donc ici le carbone. On verra généralement son symbole, un grand C pour le carbone, son nom pour savoir de quoi on parle, et deux numéros, deux chiffres. D'une part, le numéro atomique Z, qui est donc le nombre de protons et qui est, en tout cas au départ, le nombre d'électrons, vu que la matière est neutre, tandis que la masse, le nombre de masses ici A, est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors si tu as déjà vu un tableau des éléments, tu me diras que il y a généralement des virgules ici. En effet, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce sera l'objet d'une autre séquence. Dans la suite du programme, je voudrais te faire une petite visite guidée de ce tableau des éléments, te présenter les différentes familles d'éléments qu'on a dans ce tableau, te faire comprendre aussi pourquoi il a cette forme un petit peu bizarre et surtout pourquoi il est si important pour les chimistes. En attendant, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.